Qui ait rédigé la plaque apposée en l'honneur de Jean Moulin au mur de la villa à 3 étages du docteur Dugoujon, où, en juin 1943, il fut arrêté par la Gestapo. Au début de notre récit, Eric Piquet-Wicks se trouvait à la tête de la section des services spéciaux, Action britannique, qui travaillait en liaison directe avec les forces françaises libres commandées par le général de Gaulle. Grâce à cette organisation, des agents secrets furent choisis, formés pour tout acte de sabotage ou d'attaque directe, toute forme de travail subversif, pour être parachutés et mener à bien leur mission secrète contre l'ennemi. Voici Eric Piquet-Wicks. À la mi-octobre 1941, un câble envoyé par l'ambassade britannique de Lisbonne me fut transmis à Dorset Square. Pour quelque raison que je ne suis jamais arrivé à éclaircir, je fus intrigué par le message succinct concernant Joseph Jean Mercier, dit Jean Moulin, ex-préfet de Chartres. J'en parlai à Bienvenu, mon vis-à-vis français, et ensemble nous nous adressâmes à Passy. Mais nous tombions mal. Personne n'avait jamais entendu parler de Jean Moulin. Je retournai donc à Dorset Square, bredouille. Quelques jours plus tard, je me trouvai au 64 Baker Street, où j'attendis une transmission de la France métropolitaine. Il était presque minuit. Je vis que le bureau de mon général était éclairé et je frappai à la porte. Le général Gabbins s'étonna de me voir à pareille heure. Il me regarda par-dessus ses sourcils noirs et broussailleux. Je lui parlai de Moulin et du télégramme. Il jeta un coup d'œil dans son panier de courrier en suspens et sourit. Il avait un sourire attirant. « C'est drôle, me dit-il. Buckmaster me l'a réclamé pour la French Section. J'ai son mémorandum ici, à côté du vôtre. Il n'a quand même pas attendu exprès jusqu'à minuit pour m'en parler. Si vous tenez tellement à Moulin, je vous autorise à organiser son transport. Vous n'avez qu'à envoyer un télégramme demain matin. » Le général Gabbins avait ses moments de compréhension. Je descendis l'escalier en courant et préparai le câble. Je ne me fiais à personne. Et même à ce moment-là, je ne savais pas pourquoi il me semblait si important de voir Moulin. Jean Moulin arriva à mon bureau le 24 octobre. Je vis devant moi un petit homme calme et posé, ne ressemblant en rien à l'idée que je m'en faisais. Il était tellement anonyme, tellement placide. Pourtant, il y avait en lui quelque chose qui me faisait penser à un ressort à boudin. J'ai remarqué qu'il portait un foulard en soie, qui lui serrait le cou, et je me demandais s'il était enrhumé. Il se raclait souvent la gorge en parlant, et ses phrases étaient interrompues par de petits grognements répétés. Je lui expliquai que je contrôlais un département des services spéciaux Action et que je travaillais en liaison directe avec le SR des Forces françaises libres, s'occupant de la sécurité, du renseignement et de l'action offensive. Je lui fis part de mon admiration pour les Français en général et pour le général de Gaulle en particulier. Ne perdons pas notre temps. Je verrai le général de Gaulle et ses services aussitôt que possible. C'est le but de ma visite. Je m'entretiendrai également avec la French Section, puis je déciderai de la marche à suivre. Vous savez peut-être, si on vous a montré le rapport me concernant, que M. Moulin peut s'absenter de Saint-Andiol et de Montpellier pendant un certain temps, mais fort limité. Exact. Actuellement, il est indispensable que je rencontre le général de Gaulle sans délai. Je vous ai retenu une chambre dans un hôtel discret. Je vous y accompagne tout de suite. À 11 heures, un officier passera vous chercher pour vous emmener chez le général de Gaulle. Je vous remercie. Comme ça, c'est parfait. Sans doute existait-il dans les armées alliées des officiers de plus haute taille que le général Charles de Gaulle. Mais il ne s'en trouvait certes pas dans les forces françaises libres. Ses subordonnés et tous ceux qui le connaissaient l'appelaient le Grand Charles. L'imposante stature du général était plus impressionnante encore au moment où il se pencha pour serrer la main de Jean Moulin qui se trouvait enfin devant lui. Le général occupait aux 4 Carlton Gardens des bureaux sans luxe et meublés avec une austérité qui reflétait bien son caractère. Il invita Moulin à s'asseoir, revint à sa place, puis il leva les yeux et dévisagea longuement Jean Moulin.
Moulin, de son côté, le dévisageait, et l'expression de ses yeux noirs ne cédait en rien au sérieux du général. Entre les deux hommes, le silence planait. Combien de souffrances séparaient cette journée paisible à Londres, 16 mois plus tard, du matin fatidique du 14 juin 1940, où Jean Moulin avait appris l'occupation de Paris par les Allemands. Son visage rêveur et serein ne trahissait rien de l'angoisse de ces mois pénibles. Mais Moulin ne laissait rien paraître de l'émotion qu'il ressentait à se trouver enfin en présence du général. Il raconta calmement son calvaire, succinctement, clairement. Coup de téléphone du colonel Dutillet, commandant de la subdivision, qui m'apprend que les Allemands ont atteint la Blaise. Ce jour radieux de la mi-juin 1940, Jean Moulin, le plus jeune préfet de France, avait reçu les ultimes consignes de son gouvernement. Chartres était une ville surpeuplée de fugitifs pris de panique, fuyant l'armée victorieuse allemande. Les rues, séparées de Paris par 100 kilomètres uniquement, fourmillaient de citoyens terrifiés, arrivés de tous les coins de la France. Des vagues de bombardiers allemands remplissaient le ciel. Et Jean Moulin, préfet, essaya par tous les moyens de maintenir l'ordre. Il annula la décision du gouvernement qui permettait au personnel civil de se replier vers le sud, et il somma tous ceux qui n'étaient pas déjà partis de rester sur place. Les bombes incendiaires faisaient des ravages dans la ville. Blessés, manque de gaz, d'électricité, d'eau. Les communications téléphoniques furent interrompues. Le plus grand problème était celui du ravitaillement. Avec beaucoup de prévoyance, Moulin avait réquisitionné et emmagasiné 800 kilos de pain. Il retourna à la préfecture. Pendant la nuit, les bombardements furent plus violents que jamais. Le soir, le sommeil le fuyait. Que pouvait-il faire d'autre pour soulager la ville? Il passa le lendemain, cherchant par sa présence à imposer le calme, à distribuer du pain, à soulager les blessés et les malades. À minuit, les dernières troupes reçurent l'ordre de se replier, et le jeune préfet de Chartres était seul à rencontrer l'envahisseur. Il décida ainsi d'agir avec la plus grande dignité. À l'aube, il revêtit sa tenue de préfet de France. Accompagné de monseigneur Léjard et du conseiller Bénard, il sortit dans la cour de la préfecture. L'arrivée des Allemands n'était plus qu'une question de minutes. Les trois hommes se taisaient. Les paroles étaient inutiles. Chacun pouvait lire dans le cœur de l'autre. Et ils cachaient leur détresse avec une dignité indomptable. Une voiture d'état-major apparut et s'arrêta devant le bâtiment. Des officiers en descendirent et se dirigèrent vers les trois hommes qui les attendaient raides et silencieux. L'officier principal s'adressa à Moulin. D'une voix grave et ferme, Moulin déclina ses fonctions ainsi que celles de ses amis. S'exprimant clairement et choisissant ses mots avec soin, il ajouta « La fortune des armes vous amène en vainqueur dans notre ville. Nous nous inclinons devant la loi de la guerre et je puis vous affirmer que l'ordre ne sera point troublé si de votre côté vous nous donnez l'assurance que vos troupes respecteront la population civile et spécialement les femmes et les enfants. Vous pouvez être sûr que les soldats allemands respecteront la population. Je vous considère, monsieur le préfet, comme responsable de l'ordre et je vous prie de demeurer ici. Faites comprendre aux habitants de votre ville que pour eux, la guerre est terminée. Il salua brièvement, tourna les talons. Jean Moulin se demanda instinctivement si sa propre guerre était terminée ou si elle venait de commencer. Il retourna de nouveau à la préfecture. Sa résistance à l'envahisseur avait déjà commencé. Il était 6 heures,
Mais avant qu'il pût faire sa demande, il fut convoqué à la commandanture pour être mis en présence du général allemand. 2 officiers l'accompagnèrent. Ils traversèrent la place des Éparts. Un des officiers se mit à parler, dans un français parfait. Sans transition, la rage l'emporta. Tant qu'à faire, vous pouvez le savoir maintenant. Vos troupes sénégalaises ont commis des crimes horribles au moment de se replier. Des femmes et des enfants ont été violés ou mutilés. Votre pays à tout jamais en portera la honte. Nous en avons des preuves. Le général a décidé de rédiger un protocole pour établir les responsabilités. Comme préfet du département, vous allez y apporter votre signature. Moulin fut stupéfait. Que se passait-il dans l'esprit de l'Allemand? De toute sa force, il défendit la réputation des troupes sénégalaises. L'officier ne l'écouta point. Ils s'arrêtèrent devant une belle maison gardée par 2 sentinelles et entrèrent par la grande porte. Suivis par les sentinelles, Moulin et les officiers pénétrèrent dans une pièce occupée par 3 hommes. L'un, manifestement pas un général, était assis derrière une table, sur laquelle étaient étalés des documents et des dossiers. Brutalement, il tendit le protocole à Moulin, le somma d'apposer sa signature. Moulin refusa même de la parcourir. Non. Je ne peux pas le signer. Idiot! Pensez-vous pouvoir vous opposer au désir de la Grande Allemagne? Signez! Signez-la! Je ne peux et ne veux pas signer une pareille infamie. Nous avons les preuves. Je voudrais bien voir vos preuves. Écoutez-moi bien. Des troupes noires, se repliant le long de la ligne de chemin de fer, à une 12aine de kilomètres de Chartres, ont mutilé et violé plusieurs femmes et enfants. De tels crimes n'auraient pu être commis que par des Noirs. Tout cela, nous le savons, car les cadavres ont été examinés par des experts allemands. Le sourire moqueur de Moulin les mit hors d'eux. Un des Allemands sortit son revolver, le frappa violemment entre les omoplates. Un factionnaire entra, et pour la première fois, Jean Moulin eut un avant-goût du traitement qui, 3 ans plus tard, devait lui coûter la vie. Les coups pleuvaient de tous les côtés. Les officiers et l'ordonnance le bottaient ensemble. Il fut asséné de coups de crosse et frappé avec la laisse en métal d'un chien. Néanmoins, il refusa de signer. Il ne gémit qu'une fois. Les officiers, enfin, le sortirent de la maison, le traînèrent jusqu'à une voiture et le propulsèrent à l'intérieur. Moulin remarqua qu'il prenait la route de Châteaudun avant de bifurquer à gauche vers Saint-Georges-sur-Eure. Ils arrivèrent au hameau de Teil. Là, les Allemands le sortirent et le poussèrent vers un hangar, au fond. Ils ouvrirent la porte. Vous voulez des preuves avant de signer? Eh bien, les voici. Voici vos preuves. Moulin vit 9 cadavres défigurés et alignés côte à côte avec un soin diabolique. Les corps étaient tuméfiés, carbonisés et méconnaissables. Quelques-uns étaient morts dans une agonie douloureuse. Des membres avaient été arrachés. L'odeur était indescriptible. Moulin comprit tout de suite, et une grande détresse l'envahit. Ces pauvres déchets étaient le résultat des bombardements ennemis. Tout s'éclaircit dans son esprit. Les Allemands voulaient que les troupes sénégalaises soient tenues pour responsables des bombardements et du mitraillage sadique de la population civile. Il refusa de signer. Les Allemands ne lui demandèrent pas d'explication. Ils savaient que leur mise en scène avait raté et que jamais Moulin ne serait dupe. Les yeux chargés de haine, ils se jetèrent sur lui. Les coups s'abattirent sur sa tête. Il s'affala et l'abandonnèrent étendu sur le sol. Au bout d'un instant, il réussit à se relever. Sa tenue de préfet était maculée de sang. Ils le traînèrent à travers la cour devant une autre petite baraque. Et là-dedans, est-ce aussi le résultat des bombardements? Étendu sur un tréteau, ce qui avait dû être un corps de femme gisait à moitié nu.
Des bouts de tissu restaient plaqués à certains endroits de la chair par du sang coagulé. Les jambes avaient été tranchées en haut des cuisses et les bras remplacés par 2 moignons sanguinolents. La tête n'était qu'une boule informe, réduite en pulpe et pendant de façon grotesque. Un peu plus tard, ses bourreaux revinrent, le jetèrent dans la voiture et le ramenèrent à Chartres. Près de l'hôpital, il fut traîné dans une petite pièce occupée par un Sénégalais terrifié, étendu pieds nus sur un matelas. La porte se referma. La clé grinça dans la serrure et les hommes se trouvèrent seuls dans l'obscurité. Il était 2 heures du matin. Moulin souffrait dans tous ses membres meurtris. Il chercha à réfléchir. Mais le tout était submergé par la crainte que le lendemain, il pourrait céder et signer. Partout sur le plancher étaient éparpillés des morceaux de verre coupants venant des fenêtres brisées. Les fenêtres nues avaient été bouchées par des planches épaisses. Surpris de la clarté de son esprit, Moulin promena légèrement sa main sur le sol et trouva ce qu'il cherchait, un morceau fin et effilé. C'était frais et dur dans sa main fiévreuse. Il s'allongea de nouveau sur le matelas, puis, calmement, sans hésitation, il passa le bout de verre fermement sur sa gorge et trancha profondément le cartilage thyroïde. Vers 5 heures du matin, le Feidwebel ouvrit la porte aux prisonniers. Allez, sortez. Assistenlos. Verdammt. Jean Moulin n'était pas mort. Il était encore conscient et le sang coulait doucement de sa blessure béante. L'arrivée du Feidwebel lui sauva la vie et les Allemands ne purent se défendre d'éprouver du respect pour son geste de défi. Un nouveau commandant fut nommé et au bout de 4 jours, Jean Moulin, toujours affaibli et contusionné, le cou étroitement enveloppé, reprit son poste de préfet de Chartres. Son employeur, mais nullement son maître, était Philippe Pétain, maréchal de France. Il garda son poste jusqu'au mois de novembre 1940, moment auquel il fut révoqué par Vichy. Il ne se plaignait pas. Enfin, il pourrait passer à l'action. Il quitta la préfecture à la suite d'une cérémonie étrange, pendant laquelle les Allemands le félicitèrent de son esprit patriotique. C'était la dernière fois qu'il devait porter son uniforme de préfet de France. Il y avait une seule différence. Dorénavant, il devait toujours porter un foulard de soie blanche. Ainsi, la cicatrice à sa gorge ne serait jamais étalée au grand jour. Mais maintenant aussi, sa voix était devenue plus rauque, interrompu incessamment par de légers toussotements. Il parla ainsi, se raclant la gorge fréquemment, d'abord avec Éric Piquewix et ensuite avec le général de Gaulle dans son bureau de Londres. En quittant Chartres, il se rendit dans sa famille, retrouva sa sœur et sa mère à Montpellier. Puis il fixa son domicile sur la propriété de la famille à Saint-Andéol, où il fit savoir qu'il avait pris sa retraite et qu'il voulait cultiver les quelques hectares lui appartenant. Il avait également à sa disposition un vieux bâtiment délabré à quelques kilomètres de là, la Lec. Sa prochaine démarche était de se procurer 2 identités supplémentaires. À Nice, il était connu comme M. Marchand décorateur, et à Marseille, M. Marchand devenait M. Jean-Joseph Mercier, professeur à l'Université de Colombie aux États-Unis. Une jeune femme de ses amis lui fut un précieux appui. Sans l'aide et le dévouement d'Antoinette Saxe, ses démarches auraient été bien plus difficiles. Il avait également un grand camarade, le consul tchèque. Avec leur soutien et la connivence du consul général des États-Unis en zone non occupée, Fullerton, Jean Moulin réussit ses projets de visiter l'Angleterre et Lisbonne et de rencontrer le général de Gaulle. Moulin était maintenant bien renseigné sur les principaux groupes de résistance en France. Il avait contacté un certain nombre de chefs et dans sa tête, il savait fort bien
comment le tout devait être coordonné dans un seul mouvement. À cette époque d'octobre 1941, il avait déjà subi les tortures allemandes. Il était sûr d'une chose. Avoir le courage et la volonté de lutter contre l'envahisseur ne suffisaient pas. Il fallait une organisation, un commandement, un plan. Tel était donc l'homme assis tranquillement, 16 mois plus tard, en face du général de Gaulle, dans le cadre paisible du bureau du Carlton Gardens. Tandis que le général écoutait, la voix calme et voilée, l'expression sévère de son visage fut remplacée par une lueur d'admiration. 2 jours après l'entrevue, Moulin fut nommé comme le représentant direct du Comité national de la France libre. Il ne dépendrait que du général. Il passa les mois de novembre et de décembre à Londres. 2 mois de discussions, de projets et de détails techniques avec le BCRA. Cette organisation, dirigée par le colonel Passy, fournit à Moulin des masses de renseignements sur les organisations secrètes de résistance en France. Et, vers la fin de décembre, le moment du retour était venu. Moulin n'avait pas encore appris à sauter en parachute. Le colonel Passy l'accompagna à Ringway. Le 31 décembre, le temps était fort humide et brumeux, et les Whitleys étaient immobilisés. Le 1er janvier, le temps s'éclaircit comme par miracle, et à 22 heures, Jean Moulin, voûté sous le poids inaccoutumé de son équipement, se dirigea vers la lourde masse du Whitley. Dans l'avion se trouvaient 2 autres agents, des camarades se demandant qui pouvait être M. Mercier. Ils ignoraient tout de lui. L'avion décolla par un clair de lune dans l'air glacial et peu de temps après survolait la France, évitant habilement la DCA allemande. L'avion mit le cap vers le sud. Vous connaissez notre point d'atterrissage, monsieur Mercier? Oui, je connais très bien la LEC. Bon. Si vous pouvez me diriger de là jusqu'à Toulouse, ça sera parfait. Joseph, que voici, devrait atteindre la région de la Drôme. Ce n'est pas difficile. De votre point de vue, ça n'est peut-être pas la région idéale, mais grâce au climat britannique, j'ai déjà du retard. Je dois me rendre sans délai à Saint-Andiol. Ne vous en faites pas, monsieur. Monsieur Mercier, je crois. Oui, nous sommes persuadés que notre point d'atterrissage a été bien choisi et le pilote saura facilement repérer le Rhône ou la Durance. Et puis, il y a toujours les Alpilles. Un autre point de repère. Oui. L'avion continuait son chemin et le vrombissement aidait à détendre les 3 agents. Moulin était heureux. En Angleterre, il avait réussi, loin au-delà de ses espérances les plus optimistes. La tâche est écrasante. Mais nous pouvons réussir. Freinet, combat. Bien. Enfin, ils sont en contact direct, par mon intermédiaire, avec le général de Gaulle. Il faudra voir ce que vaut ce d'Astier de la Vigerie et son mouvement de libération. Je les contacterai dès mon arrivée. La direction d'un groupe d'une telle importance formera le noyau d'une résistance coordonnée. Il faut que cela soit ainsi. Un seul grand mouvement. Il faudra que je sépare la propagande de l'action militaire. Puis il faudrait former l'armée secrète de la France. C'est faisable. Monsieur Mercier, il faut vous réveiller. Tenez, une tasse de thé bien chaude et un peu de rhum. On y est presque. Vraiment, on est déjà arrivé? Nous avons repéré le point d'atterrissage, nous arrivons. Alors, on est prêt? Monsieur Mercier! Moulin se leva et s'approcha du trou au centre de l'avion. Ses yeux brillaient. Il s'appliquait de toutes ses forces à ce qu'il avait maintenant à faire. Les cuisses accrochées fermement au bord de la trappe, il balançait ses jambes dans l'espace. Devant lui, le feu rouge tourna au vert. Go! Jean Moulin atterrit dans un marécage, glissant et s'enfonçant dans la boue. Il jurait en sourdine. Merde. Il faut me débarrasser de ce costume. Ils ont dû se tromper. J'ai sauté trop vite. Une journée sera perdue. Où peuvent être les autres? Si
seulement est plus clair. Bon sang, ma jambe me fait mal. Il faudrait tenter le coup et essayer de trouver les autres. Ah, ça va mieux. Je suis enfin sorti de ce sacré marécage. La lune, cachée par les nuages, réapparut de nouveau. L'organisateur surgit devant Moulin, son parachute maladroitement plié. Les deux hommes se mirent à la recherche du radio qu'ils trouvèrent sans trop de difficulté, puis retournèrent à l'endroit où ils avaient laissé les parachutes et le reste de leur équipement. Ils enterrèrent le tout, puis cachèrent les armes et quittèrent ce terrain inculte. Ils prirent le chemin de Lalec. Moulin pensait que maintenant, il devait et pouvait fixer son quartier général à Lyon. Sa vie se transforma en une série de voyages sans fin, en chemin de fer, en autocar, à bicyclette ou à pied. Toujours à la recherche de nouveaux contacts, de personnel sûr et de bases solides pour la mise sur pied de son organisation. M. Marchand loua une chambre à Lyon et rencontra méthodiquement un par un les chefs des réseaux qui convergeaient vers la ville de tous les coins de la France. Il renoua ses contacts avec Freinet. Il se heurta à mains échecs et à l'incompréhension quand il expliqua aux chefs locaux sa position et son autorité sous le général de Gaulle. Son nom était inconnu de tous, car sa véritable identité ne devait jamais être percée à jour. Et ce n'est que par la force de sa personnalité que, petit à petit, il réussissait cette coordination sans laquelle la résistance française n'aurait eu aucune chance de survivre. Ce sera dur. Après tout, il n'y a aucune raison pour que ces chefs de réseau de résistance qui ont passé des mois à créer des organisations séparées au risque de la torture et de la mort soient disposés à se soumettre à l'autorité d'un petit bonhomme dont ils entendent parler pour la première fois. J'ai l'autorité du général de Gaulle, mais ces hommes, comment les assurer qu'il a raison? Que je suis sûr d'être l'homme à la hauteur. Mais non. Il faut être sûr de moi-même. Je dois être dur. Je contrôle les transmissions avec Londres, je contrôle les moyens financiers. Je serai obligé d'utiliser ces armes afin de coordonner le tout, pour que tout ce courage et ces sacrifices vaillent le coup, pour obtenir un résultat. Moulin ne se fiait à personne. Bien vite, il organisa les services de transmission, le service de parachutage et d'atterrissage, ainsi qu'un service de courrier pour Londres. L'homme calme et posé, au chapeau mou, une écharpe toujours nouée autour de son cou, arrivait à s'imposer rapidement à tout son entourage. Très peu de gens le connaissaient sous les noms de Marchand ou de Mercier, personne sous son identité de Moulin. À Lyon, il fit établir une nouvelle carte d'identité au nom de M. Jacques Martel, artiste et décorateur. La vie de cet homme sensible et rêveur était loin d'être facile. Il ne savait que trop bien ce qui l'attendait en cas d'arrestation. Il connaissait des moments de peur, brusques et irraisonnés, presque de panique, des moments d'émotion qui le laissaient frissonnant et tremblant dans le calme de sa chambre meublée. Mais Moulin ne cédait que quelques instants à ses crises de dépression. Il se contrôlait rapidement et se moquait de ses craintes. Il cherchait par tous les moyens à faire comprendre à ses collègues l'importance de la discrétion, car la sécurité de tous dépendait de la résistance du plus faible. Et la plus grande faiblesse était la jeunesse et le manque d'expérience. Il fit de son mieux pour que chaque homme, chaque femme, chaque service soit cloisonné autant que possible. En mai 1942, il fut convoqué par le ministre de l'Intérieur à Vichy. Brièvement, nous vous offrons une nouvelle préfecture, Monsieur Moulin. Ah, je comprends. Vous me pardonnerez, Monsieur le ministre, mais vous comprendrez que ma dernière expérience m'a suffi. Que maintenant, j'ai trouvé une autre voie bien plus paisible. Et ma ferme n'est pas sans être utile au peuple français. Alors, vous refusez? Je crois qu'il le faut. J'ai perdu contact. Mon seul désir maintenant est de cultiver mes vignes et mes pastèques. Je suis un homme tranquille. Si vous permettez, Monsieur le ministre... Dans un ordre de mission du 22 octobre 1942,
le général de Gaulle annonça que dorénavant, Jean Moulin présiderait un comité chargé de coordonner les activités des 3 groupes de résistance principaux. Les réseaux de moindre importance devraient se fusionner avec un de ces 3 mouvements, combat, libération ou franc-tireur. Le général Delestrin, l'homme au béret, fut nommé à la tête de l'armée secrète quelques jours plus tard, le jour même où les Allemands occupèrent tout le territoire français. Les événements se déroulèrent avec une rapidité vertigineuse. Le 16 octobre, Laval, depuis longtemps rétabli dans ses fonctions et continuant sa fidèle collaboration avec Hitler, invita les volontaires à aller travailler en Allemagne. Ces propositions furent reçues avec si peu d'enthousiasme qu'il créa le service du travail obligatoire. Jean Moulin riposta immédiatement. Cette consigne sera imprimée et distribuée à travers toutes les usines de Lyon. Immédiatement. Cet ordre à la résistance fut approuvé par le général de Gaulle et portait en tête le mot d'ordre de la résistance, grève nationale. Sabotez les transports pour l'Allemagne par la grève. Faites bloc autour des ouvriers qui ont refusé de partir pour l'Allemagne. Exigez la libération des emprisonnés. Organisez-vous dans les entreprises, dans les ateliers, dans les administrations. Faites la grève et continuez à faire la grève. Toute la France debout contre la honte et la trahison. Le mouvement subventionné par Moulin prenait de l'ampleur partout dans la zone libre. Les appels furent radiodiffusés par la BBC. La jeunesse de France se réfugia dans les montagnes, dans les forêts. Les premiers maquis se formèrent spontanément, constituant un matériel de premier ordre pour une armée secrète. Les Alliés débarquèrent en Afrique du Nord, et le peuple français commença enfin à envisager sérieusement un 2e front. Moulin présida la première réunion du comité de coordination qui avait été décrétée par le général de Gaulle. Cette réunion, qui eut lieu à Lyon, rassemblait les hommes qui avaient organisé combat, libération et franc-tireur. Le général Delestrin y assista en tant que général commandant l'armée secrète. Enfin, une fusion réelle et durable allait être réalisée lentement, avec d'énormes difficultés et beaucoup de méfiance au début. Cependant, un autre projet de Jean Moulin prenait son ampleur. Lors d'un de ses voyages, il avait rencontré une charmante jeune femme aux cheveux châtains qui lui avoua qu'elle était lasse de sa vie inactive. Jean Moulin apprécia la franchise de Colette. Il prévit immédiatement son utilité. Depuis un certain temps, il envisageait une nouvelle couverture qui lui permettrait de voyager plus librement. Il avait été présenté à Colette comme étant un artiste. Il lui proposa de lui trouver une galerie de tableaux à Nice, dans laquelle elle serait gérante. Colette ne perdit pas son temps. Sous peu, elle lui écrit « J'ai trouvé des locaux pour votre galerie de tableaux. Il y a une grande pièce bien éclairée qui jadis avait servi de librairie d'occasion. Au-dessus, il y a 2 chambres à coucher et une salle de bain. L'entrée principale est au 22 rue de France, mais il y a également 2 autres sorties, l'une donnant sur l'impasse du Sacré-Cœur et l'autre donnant sur un petit square. L'endroit me semble parfait. Je ferai moi-même toutes les démarches nécessaires à la légalisation de l'achat. Je voudrais qu'on sache que c'est moi-même le propriétaire de la nouvelle galerie. On l'appellera Galerie Romanin. J'y installerai quelques tableaux à moi, que surtout il ne faudra pas vendre. Ça aidera le décor. J'ai quelques Degas, Matisse, Courbet et Utrillo qui serviront pour le vernissage. Ce sera une affaire importante. Nous inviterons le maire et les fonctionnaires locaux. Sans doute ils accepteront. Le vernissage fut une réussite et Colette fut ravie. Je voudrais vous demander encore un petit service. Si jamais je vous envoie un message vous priant de vendre, ne perdez pas une minute. À ce moment-là, vous fermerez immédiatement la galerie et vous partirez le plus loin possible de Nice. Bien. Mais n'oubliez pas, si un jour quelqu'un vient vous voir de ma part, si vous recevez la consigne suivante, vendez comme convenu, bouclez tout et filez. Hein? D'accord, ne vous en faites pas. J'ai trouvé une gérante formidable, moi. Au revoir, cher ami.
Cependant, à Londres, il avait été décidé que Moulin et le général Delestraint devraient assister à une conférence. Les deux hommes se donnèrent rendez-vous à Bourg-en-Bresse. Un petit camion les attendit et prit le chemin de Lons-le-Saunier. Le général était un peu agité. Le travail de la résistance secrète n'était pas son métier. C'est ici. Le fermier doit nous attendre. Ah, enfin, je commence à m'inquiéter. Le message de la BBC est déjà passé. Allez, l'avion ne tardera pas à venir. Nous avons juste le temps d'avaler un morceau avant de partir. Ma femme a tout préparé, venez, elle nous attend. Messieurs, bonsoir. Ça, madame. Oh, je suis désolée, mais je n'ai que du bon pain frais puis du fromage. C'est que la nourriture est difficile à trouver, Ah, pas? et un bon petit coup de rouge. Ah, formidable. J'ai faim. Bon Dieu! Bonsoir. Ne vous en faites pas, ce sont que 3 de mes hommes. Leurs armes sont pour nous et non pas contre nous. Tiens, mais des mitraillettes Steen, c'est bien ça. Allez, il faut filer, en route les gars. Allez, bonne chance, messieurs. Que Dieu vous protège. Et puis dites aux Anglais de ne pas nous faire attendre trop longtemps. Madame, au revoir. Au revoir. Et merci, madame. Oh, monsieur. Comment font-ils? Dieu seul le sait. Regardez. Un balisage de feu formant un large L apparut sur le terrain. Allez, allons-y, dépêchons-nous. Mi-marchant, mi-courant, ils allèrent vers les feux d'atterrissage. Dépêchez-vous. Allez, tout le monde est embarqué? Oui. Bonne chance. Bonne chance. Dès son arrivée à Londres, accompagné du général Delestraint, Moulin prit part à une série d'importantes conférences avec le BCRA. Le général de Gaulle présidait. Il en établit les bases de nouveaux projets pour faire face à l'évolution rapide des conditions en France. Il y eut des conversations à l'échelon supérieur avec les Britanniques, et Moulin ne connut plus aucun repos. La complète cohésion de toute résistance sur l'étendue du territoire français devenait une nécessité pressante. L'ancienne ligne de démarcation existait toujours et l'Ausweis était indispensable. En attendant sa suppression, il fallait bien convenir que la fusion si fortement désirée demeurait impraticable. À notre joie, l'Ausweis fut supprimé le 10 mars 1943. À l'avenir, la traversée d'une zone à l'autre ne nécessitait plus qu'une simple carte d'identité. Le général de Gaulle décida que les zones nord et sud dépendraient dorénavant d'une seule direction, le Conseil national de la résistance, présidé par Jean Moulin. L'ex-préfet accueillit avec retenue cette nouvelle, qui cependant le touchait profondément. Il se rendait pleinement compte des difficultés à vaincre pour obtenir l'assentiment et l'accord des chefs des organisations de la zone nord, dont la plupart lui étaient inconnus. Mais il était rempli de confiance. Enfin, le peuple français allait être uni. Et bientôt, ses alliés américains et britanniques viendraient à son secours. La résistance allait constituer une force redoutable.
Entre-temps, en ce printemps de 1943, tandis que Moulin se trouvait à Londres, une imprudence fut commise en France qui devait y apporter une série de désastres. Il ne resterait plus longtemps à Moulin, commandant en chef de la résistance française, pour mener à bien ses activités. Lyon grouillait d'hommes affairés. Environ 70 000 s'étaient engagés dans l'armée secrète. La Gestapo et la milice furent renforcées. Chaque immeuble de la ville, chaque boutique, chaque café leur semblait mériter une surveillance spéciale. Au numéro 7 de la rue de l'Hôtel de Ville se trouvait l'entrée principale d'une société d'assurance, l'Urbaine et la Seine. Au 5e étage du vieil immeuble, au sommet d'une longue volée d'escaliers de pierre, habitait un ménage d'un certain âge. Il n'y avait pas d'ascenseur et la montée était pénible. Monsieur et Madame Biard, pour arriver à joindre les deux bouts, acceptaient parfois des sous-locataires. Et c'est ainsi qu'Yvon Moranda, un des meilleurs agents politiques du général de Gaulle, s'y était installé. Il donnait des leçons particulières dans la pièce voisine, et il arrivait que certains de ses amis passaient une nuit, de temps en temps, sur le canapé la salle à manger. D'importantes réunions eurent lieu chez eux. C'était peut-être une folle imprudence que de fixer une réunion un samedi après-midi et d'en décider une autre d'une grande importance pour le lendemain, mais ils étaient pressés. Un représentant de la milice, plein de zèle, ayant remarqué une certaine affluence au numéro 7, pénétra nonchalamment dans l'immeuble. Il grimpa les marches jusqu'au premier étage. Les portes de la compagnie d'assurance étaient fermées et il resta irrésolu pendant quelques instants, suivant des yeux l'escalier en colimaçon. Il allait descendre interroger la concierge quand il entendit claquer une porte. Puis des voix. 3 hommes descendaient lentement. Avant de descendre lui-même en courant jusqu'au rez-de-chaussée, il eut le temps de voir qu'il venait du 5e étage. Il sortit dans la rue et fit semblant d'examiner la devanture du magasin de chaussures voisin. Les 3 hommes passèrent devant lui sans se soucier de sa présence. Il lui était inconnu et il décida de ne pas les suivre. Il attendit encore, en vain, mais le lendemain matin, à 7h30, alors que toute la ville de Lyon semblait encore endormie, il sonnait à l'entrée principale. 7 hommes l'accompagnaient, et 2 autres, postés au coin de la rue, bavardaient tranquillement. Le petit groupe monta en courant les 5 étages. Je ne comprends pas. La ferme. Attendez, c'est une perquisition. Un milicien tenait en respect l'homme et la femme, tandis que les autres fouillaient méthodiquement l'appartement. Biard n'osait pas regarder sa femme. Tant que les intrus ne cherchaient que les dossiers, il n'y avait rien à craindre, car il ne cachait aucun document et le poste émetteur n'y était plus. Le locataire avait également déménagé. Mais il restait la réunion prévue pour 10 heures. Eh bien. Rien. Rien ici non plus. Ah, je suis pas satisfait. Bon, j'attendrai un peu. Durand, Marshall, vous allez rester ici avec moi. Vous autres, allez retourner la boîte. Attendez. Emmenez le vieux, on verra ses papiers. Oh non, non, non. Qu'a-t-il fait? Mais vous n'êtes pas fou. Nous avons un portrait du maréchal dans chaque pièce. Est-ce que nous ferions cela si nous l'aimions? Ah, taisez-vous, allez, emmenez-le. Oh non, non, mon Dieu, non. La pendule marquait 9h30. À 10h, les autres arriveraient pour la réunion. Les membres de Madame Biard se mirent à trembler. Son mari et elle seraient perdus, et sans doute aussi les patriotes. Cette pensée la frappa brutalement, lui donnant du courage. Il fallait qu'elle agisse. Elle se leva nonchalamment. Vous m'autoriserez, je suppose, à faire mon ménage. À cette heure-ci, tout doit être terminé. Elle saisit un petit plumeau et commença à épousseter vigoureusement autour d'elle. Si seulement elle arrivait à laisser entrebâiller la porte des cabinets, si en guettant, elle entendait des pas dans l'escalier, il lui restait la possibilité d'avertir les visiteurs, à condition que les miliciens ne quittent pas la salle à manger. Tout à coup, la femme entendit des pas rapides au dehors. Elle se précipita dans les cabinets et agita fiévreusement son balai devant la petite fenêtre.
Elle empêcha de la sorte l'arrivée de 6 d'entre les 10 visiteurs prévus. Le 7e fut Aubrac, adjoint au chef du mouvement Libération. Il n'avait pas remarqué le signal frénétique de la vieille dame. Il frappa tranquillement à la porte. Ouvre, ne dis pas un mot. Oui. Bonjour. Tiens, vous avez une drôle d'expression, qu'est-ce qui se passe? Oh, les mains! Et bouge pas! Allez, vous autres, surveillez-le, je descends! Il revint quelques minutes plus tard, accompagné d'autres hommes. 3 autres résistants furent pris au traquenard ce jour-là. À Londres, des dispositions avaient été prises pour le retour en France de Moulin et de Delestraint. Ils décollèrent de Tangmere le 25 mars 1943. Jean Moulin partit immédiatement pour Saint-Andiol et Montpellier. Plus tard, il se rendit à Nice et fut enchanté des affaires conclues à la galerie Romanin. La jeune gérante avait fait des achats et vendu des tableaux. Moulin fut heureux de constater que sa propre collection restait intacte. Oui, nous avons reçu pas mal de visites. Vous avez l'air crevé, Jean. Paris est très fatigant. Mais je suis heureux. On va fêter mon retour. Débouchez une bonne bouteille de vin. Personne n'est passé me voir? Colette hésita. C'est vrai qu'elle avait reçu la visite d'un jeune homme qui voulait se reposer dans une des pièces du premier étage. Du moins, il était arrivé en jeune homme. Il était parti en soutane. Elle avait décidé de ne pas en parler à Moulin. Oui, un jeune homme est passé se reposer quelques heures. Et vous? Vous restez? 2 jours seulement. Je dois revoir des peintres, j'ai des tableaux à acheter. Bien sûr. Les propriétaires d'une galerie de tableaux sont obligés de voyager sans arrêt, n'est-ce pas? Il faut que vous expliquiez à tout le monde que je suis un homme très occupé. Le 27 mai eut lieu à Paris, 48 rue du Four, la première réunion du CNR. Son président était un petit homme à la voix rauque qui portait une écharpe négligemment nouée autour du cou. Le rétablissement de la souveraineté nationale française était en bonne voie. Les articles de la réunion étaient très simples et directs. Premièrement, se battre contre l'ennemi partout où il se trouverait. Deuxièmement, rendre au peuple français la parole et l'indépendance. Troisièmement, rétablir les libertés républicaines. Quatrièmement, travailler avec les Alliés à une collaboration réelle internationale sur le plan économique et spirituel dans un monde où la France aurait regagné son prestige. La même nuit, à Nice, Colette entendait ces consignes radiodiffusées de Londres. Elle entendit les paroles graves annonçant l'existence sur le sol français d'un conseil national dirigé du quartier général du chef de la France combattante et présidé par un monsieur X, nommé personnellement par le général de Gaulle. Si la jeune femme aux cheveux châtains avait su que monsieur X n'était autre que Jean Moulin, elle aurait tremblé pour lui, mais n'aurait sans doute pas été très étonnée. Quelques jours avant Pâques, Moulin reçut des nouvelles graves. Le SS Dunkerque a saisi des dossiers précieux dans une boîte aux lettres à Marseille. Des arrestations suivront forcément. 120 agents furent arrêtés. Et ce qui est pire, 5 parmi eux acceptèrent de travailler pour la Gestapo. Pas un de ces garçons ne me connaît. Ils savent que je m'appelle Max, mais tant qu'ils ne savent pas que je suis l'homme au foulard et à la cicatrice... À propos, ça se voit peu maintenant, non? Oh. Faudrait que j'abandonne ce foulard. Dans un temps pareil, c'est trop voyant. Voilà. Si je noue bien ma cravate comme ça, il faut quand même faire attention de ne pas suffoquer. La Gestapo et la police ont décuplé leurs efforts et en particulier leurs recherches concernant le dénommé Max. Ils le recherchent dans les 2 zones. Si j'étais arrêté, on n'aurait jamais le temps de trouver un remplaçant. Je vous propose de prendre toute disposition nécessaire afin que le travail déjà accompli ne soit pas gaspillé. Voilà le texte chiffré et prêt à partir pour Londres. Quand attends-tu le prochain Lysander? Après-demain. Je m'en occuperai. Le point primordial était maintenant l'armée secrète. Le 8 juin, le général Delestraint quittait Lyon pour se rendre à Paris, où il devait s'entretenir avec des officiers supérieurs de l'ancienne zone nord.
Ce beau matin du 9 juin 1943, coiffé du fameux béret dont il ne se séparait jamais, il descendit la rue de Passy de son pas alerte et vif. Il traversa rapidement la Muette et gagna les jardins avoisinants. Bonjour. Bonjour, monsieur. Didot vous attend. Oui, il a eu un empêchement, il m'a prié de le remplacer. J'ai même une voiture. De Lestrin ignorait qu'entre-temps, Didot avait été arrêté dans le train par la Gestapo à Chalon-sur-Saône, puis relâché par la suite. Il suivit l'homme qu'il avait abordé jusqu'à la vieille Citroën au bord de la chaussée. L'air était pur et frais. De Lestrin aimait les jardins de la Muette. Il regarda sa montre. Il était 9h02. Il monta dans la voiture. Un autre homme au volant mit le moteur en marche. Un instant, s'il vous plaît. J'ai un autre rendez-vous à 9h30. Puisque nous avons une voiture, ne pourrions-nous pas aller chercher mon ami? Il m'attend à la station prochaine. Ah, mais bien sûr, pourquoi pas. Oui, j'avais oublié. Où est-il, au métro-pompe? Oui, il m'attend là. Il sera ravi de profiter d'une voiture. Il est le plus souvent obligé d'aller à pied. Oui. La voiture s'engagea dans la rue de la Pompe. Au croisement de l'avenue Henri-Martin, Gastaldo attendait devant la bouche du métro. De Lestrin le héla. Son adjoint, brun et trapu, prit place dans la voiture. Au même instant, la portière avant s'ouvrit et un autre homme s'engouffra dans la voiture et s'installa à côté du chauffeur. Il se retourna et fit face aux hommes assis à l'arrière. Il tenait un louga. L'homme qui avait abordé de Lestrin, assis dans le coin opposé de la voiture, sortit à son tour un pistolet. Que personne ne bouge. Et ne parlez pas. Le chef de l'armée secrète et son adjoint principal étaient entre les mains de la Gestapo. Les hommes de la Gestapo étaient ravis. L'armée secrète était décapitée. Encore mieux, de Lestrin et Gastaldo devaient certainement connaître l'identité de Max. À Paris, à Lyon, partout, les instructions de la Gestapo étaient d'arrêter Max à tout prix, de le trouver sans perte de temps. De Lestrin ou Gastaldo, l'un d'eux flancherait et donnerait l'adresse de Max. Mais ni l'un ni l'autre ne flanchait jamais. Le 12 juin, Jean Moulin quittait Lyon pour les fêtes de Pentecôte. Il ignorait tout des arrestations de ses amis. Il devait rentrer à Paris le 15. Il avait un courrier important à préparer pour le général de Gaulle. Il ne rentra donc à Lyon que dans le courant du 15. Il pensait à son rendez-vous avec de Lestrin. Tranquillement installé dans un fauteuil dans son studio, il fumait une cigarette, fort content du progrès de la préparation de l'armée secrète. Alain? Que fais-tu ici? Pourquoi as-tu quitté Paris? C'est de Lestrin. De Lestrin et Gastaldo, ils sont arrêtés. Ils sont arrêtés? Nous n'avons pas de détails, mais ils ont sûrement été pris ensemble. Ils sont tous les deux à Fresnes. Je suis venu tout de suite à Lyon, mais n'y ai trouvé personne. Il ne faut surtout pas aller à Paris. Chaque restaurant, chaque métro est surveillé. Il y a des rafles dans toute la ville. C'est vous qu'ils recherchent. Ils n'auront pas parlé. D'après nos renseignements, ils n'ont pas soufflé mot. Je ne pense pas non plus qu'ils parleront. Et vous? Je suis absolument certain que nous ne courrons aucun risque de ce côté-là. Effectivement, la Gestapo n'a jamais rien tiré ni de l'un ni de l'autre. De Lestrin fut fusillé dans un camp de concentration juste avant l'arrivée des Américains. Gastaldo s'évada, rejoignit les guérillas tchèques, atteignit la France et continua la lutte. Il est mort quelques années après la guerre, résultat de ses souffrances. Tout était donc à recommencer. Les mois d'efforts, les négociations délicates, anéanties. L'imagination de Moulin travaillait à une vitesse vertigineuse. Fini les conjectures. Il fallait passer à l'action, prendre des décisions et agir. Il y avait beaucoup à faire. Londres à prévenir, abandonner des boîtes aux lettres et des lieux de repli qui risquaient d'être grillés, alerter les principaux lieutenants. On aurait pu excuser tout autre homme si à ce moment-là, il avait montré des signes de désespoir ou s'il s'était laissé dominer par la peur. Mais Moulin ne pouvait pas et ne voulait pas se permettre de telles marques de faiblesse. Sa voix était peut-être un peu plus rauque, mais les mots restaient fermes. Il parlait sans aucune hésitation. Les mesures de vigilance redoublèrent, et les messages importants ne furent plus transmis que de vive voix. Aubrac et la Sagne se rencontrèrent chez un autre professeur, M. Longjaret, à Lyon,
la nuit du 19. Là, il convint de chercher un nouveau lieu sûr, encore non utilisé, pour une réunion que Moulin voulait organiser le lundi suivant, 21 juin. Ce fut Lassagne qui fixa le rendez-vous dans la maison d'un de ses amis, le docteur Dugoujon, qui ne faisait pas partie de la résistance. Mais il était bien disposé et sans hésitation, il mit sa salle à manger à la disposition de son ami pour une réunion importante. Il ne posa aucune question. Les organisateurs principaux reçurent leurs instructions et ils se fixèrent des rendez-vous séparés d'où ils pourraient visiter la maison du docteur Dugoujon le 21. Dans le courant de la matinée du lendemain, une femme peu attrayante, bien en chair, entra précipitamment dans les bureaux de la Croix-Rouge française où elle insista pour être reçue par l'officier principal. Elle était au bord des larmes. Il faut à tout prix empêcher une importante réunion de la résistance qui doit avoir lieu au début de l'après-midi. Est-ce pour cela que vous venez me voir? Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, mais je ne sais pas. Quelqu'un doit empêcher cette réunion cet après-midi. Un instant. Asseyez-vous, reprenez vos esprits. Expliquez-moi tranquillement. Quelle réunion? La résistance, mais tous ces patriotes. Il y aura une réunion cet après-midi. Quelqu'un doit l'arrêter. Les Allemands sont au courant, je les ai entendus parler dans un café. Je comprends l'allemand, je les ai entendus. Vous avez entendu les Allemands discuter à propos d'une réunion de la résistance française? Racontez-moi exactement ce qu'ils ont dit. Le docteur Dugoujon avait déjeuné de bonne heure, et les premiers malades arrivaient. Il occupait dans la banlieue de Lyon, surplombant la ville, une grande villa de 3 étages, légèrement surélevée et entourée d'un long mur crépi blanc. La grande place bordée de platanes s'étendait devant la maison. Entre les platanes, quelques bancs de pierre et, plus loin, après une brusque dénivellation, passait une route sinueuse. Le docteur Dugoujon sortit de la salle à manger, au premier, et descendit l'escalier. Sur le seuil de la porte d'entrée, restée ouverte, il aperçut un homme soigné, à la carrure militaire, qui tenait à la main un parapluie déroulé. Le ciel bleu était semé de nuages sombres que, jusqu'à présent, Dugoujon n'avait pas remarqués. Le docteur Dugoujon? Oui. J'ai rendez-vous ici avec M. André Lassagne. Effectivement. Lassagne m'avait prévenu de votre arrivée, si vous voulez bien monter. Excusez-moi de vous laisser seul, mais j'ai des malades qui m'attendent en bas. Bien sûr. Merci. Marie, Oui, docteur? il y a beaucoup de malades qui m'attendent. Plusieurs. 5, docteur, je crois. Un homme qui vient pour la première fois, mais il avait demandé si... Ah oui, je lui en parlerai. J'aurais dû vous prévenir, Marie, que quelques-uns de mes amis passeront cet après-midi pour discuter une affaire qui m'intéresse. Faites-les monter, ne les introduisez pas dans la salle d'attente. Bien, docteur. Et je lui dirai de monter si c'est celui que j'attends. Ensuite, vous m'enverrez un de mes malades. Bon, docteur. Pendant ce temps-là, Lassagne pédalait à travers les rues de Lyon, grimpant la colline qui menait au funiculaire de Croix-Paquet. Pour aller plus vite, il montait la côte en zigzag. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'il atteignit la petite gare. Il était 2h moins 20, et déjà un petit groupe de gens attendait la ficelle de la Croix-Rousse. À quelques pas à l'écart, il vit Aubry, mais Aubry n'était pas seul. Lassagne reconnut son compagnon. C'était un jeune homme blond et dynamique qui occupait un poste de moindre importance. Lassagne se méfiait de lui. Il se tourna vers Aubry et le sermonna énergiquement à voix basse. Qu'est-ce que tu fous? Je t'avais donné rendez-vous, Aubry. Je t'avais pas autorisé à amener des amis. Calme-toi, André, il y a une bonne raison, sinon... Monsieur Lassagne, il est très important que je voie Max. J'ai à lui parler, c'est urgent. Sa secrétaire m'avait dit d'assister à la réunion. Je regrette, vos affaires n'ont rien à voir avec cette réunion. Je ne suis pas autorisé à vous inviter. Je ne savais pas que vous connaissiez ou aviez jamais rencontré Max. Mais je vous assure... Lassagne, tu sais qu'il est avec nous. Et je peux t'assurer que les messages sont urgents. Il doit voir Max. Et tu te tromperas si tu... Viens. Je n'ai pas le temps et ce n'est pas l'endroit pour discuter. Je vous rencontrerai au terminus de la Croix-Rousse. De là, vous prendrez le tramway numéro 33. Je monterai moi-même à vélo. J'attendrai le tramway et je vous ferai signe de descendre. À ce moment-là, vous n'avez qu'à me suivre. Les gens nous regardent. Je n'aime pas la gueule de cette femme là-bas. Je file. Aubry et le jeune homme prirent leurs billets et suivirent les autres voyageurs dans le petit wagon poussiéreux et mal éclairé. La grosse femme qui les avait remarqués lors de leur discussion avec Lassagne s'installa discrètement sur la banquette, non loin des deux hommes. À la Croix-Rousse, ils prirent le tramway.
La femme les suivit toujours. Ils arrivèrent à Caluire, et là, ils virent la Sagne arrêtée au bord de la route en pente. Il examinait nonchalamment la roue avant de son vélo. Les deux hommes descendirent du tramway. La Sagne se redressa et, tenant d'une main son guidon, prit la première rue à gauche en direction de la place Castellane. Les autres le suivirent. Des gens du village empruntèrent cette même côte, et la grosse femme, qui était descendue au même arrêt, flânait distraitement en arrière. Elle remarqua que le petit groupe entrait par la grille du 6 qui faisait le coin de la place. Elle fit demi-tour et lentement reprit son chemin. Elle monta la rue principale et attendit le tramway qui les ramènerait à la Croix-Rousse. Dans ses yeux se lisait l'irrésolution, une profonde tristesse. 1 heure plus tard, elle était de retour au siège de la Gestapo à Lyon, dégoûtée d'elle-même, écœurée de sa vie d'agent double. Il était trop tard. La domestique du docteur Dugoujon ouvrit la porte aux nouveaux arrivés et fit monter la Sagne, Aubry et le jeune homme dans la salle du premier où l'attendaient Lara et la case. Le temps passait et personne ne venait. Tous pensèrent brusquement à l'arrestation de Delestrin. C'est la première fois que Max est en retard. S'il y a quelque chose qui ne marche pas besoin de s'en faire, je suis armé. Mais bon sang de bon Dieu, vous savez fort bien qu'un revolver ne vous avancerait à rien, que cela ferait plus de mal que de bien. Vous savez aussi bien que moi que vous n'auriez jamais dû venir armé. Pourquoi ? D'ailleurs, vous n'avez aucune raison d'être ici. Cette réunion est réservée aux dirigeants de groupe. Si nous avions eu besoin de vous, nous vous aurions prévenu. Vous n'êtes pas obligé de m'engueuler. Vous savez très bien que je ne serais pas venu ici sans une bonne raison. Vos secrets ne m'intéressent guère. Ta gueule. Jean Moulin arriva à l'heure place Carnot, et à peu près au même instant, Aubrac fit son apparition. À l'endroit même où la Sagne et les autres venaient de se rencontrer, il devait retrouver le colonel Schwarzfeld, mais il n'y était pas. Enfin, il arriva très essoufflé, et 1 demi-heure plus tard, les 3 hommes sonnèrent au 6 place Castellane. La bonne les introduisit dans la salle d'attente avec les autres malades. Ils étaient arrivés si longtemps après les visiteurs du premier étage qu'elle était persuadée qu'il s'agissait de véritables clients. Le docteur Dugoujon se penchait sur l'enfant qu'il examinait. La mère était assise dans un coin de la salle de consultation. Puis il releva la tête, réfléchissant. En regardant par la fenêtre qui donnait sur la place, il vit plusieurs hommes monter en courant les marches qui menaient à la porte d'entrée. Il sortit pour les accueillir. Il atteignit l'entrée avant qu'ils aient eu le temps de sonner. L'homme qui était devant lui avait à la main un louga qu'il pointa droit sur le cœur de Dugoujon. Oh, les mains, ne bougez pas. Dugoujon était loin d'être un lâche. Sa première pensée concernait les hommes au premier étage. Impossible de les prévenir. En quelques secondes, des hommes armés de mitraillettes s'étaient précipités dans la salle d'attente, dans le cabinet de consultation. Ils coururent vers les escaliers. Dans la salle d'attente, Moulin, sauvegardé par son identité de Jacques Martel, resta assis. Près de lui se trouvaient Schwarzfeld et Aubrac. Tout le monde face au mur! Les Allemands fouillaient rapidement et méthodiquement tout le monde. Moulin, face au mur, garda tout son calme. À tout prix, il ne fallait pas s'énerver. C'est peut-être le moment redouté pendant tant d'années de lutte. Mais comment, enfin? Quelqu'un nous a suivis, trahis? Y a-t-il quelqu'un en dehors des intéressés à connaître l'adresse du médecin? Et où sont les autres? Déjà ici, dans une autre pièce? Delestrin a-t-il parlé ou Gastaldo? Non, c'était pas possible. Et de toute façon, ils ne pouvaient pas être au courant de cette réunion. Si les autres se trouvent au premier, ils ont peut-être eu le temps de s'évader. Nous arriverons peut-être à bluffer. Nos papiers sont en règle, moi je suis Jacques Martel. Nous ne sommes pas armés, on ne peut rien nous dire, nous avons des rendez-vous médicaux. Dugoujon, que sait-il? Que dira-t-il s'il est interrogé? Ne bougez pas! Voici leur papier. Carte d'identité, ordonnance médicale. Danke. Que personne ne bouge!
Ils doivent être dans la pièce au-dessus. Bon Dieu, ils seront tous là. Il ne s'agissait pas de militaires se précipitant dans la salle à manger, mais d'un groupe d'hommes vêtus d'imperméables et de chapeaux mous. La Gestapo tant redoutée. Oben haben wir sie geschnappt. Legt ihn an, Stellen an. Immer zwei zusammen. Die Männer hier, die Frauen drüben hin. Und Ruhe! Moulin risqua un regard vers l'homme qui partageait les menottes avec lui. C'était du Goujon, très pâle et décontenancé. Pauvre type. Il n'a rien à voir dans cette affaire et pourtant le voilà dans le bain jusqu'au cou. Dieu soit loué, il ne peut pas dire grand-chose. Et il ne connaît que la Sagne. Et la Sagne est un dur. Si nous ne perdons pas la tête, nous allons sûrement nous en tirer. Ne bougez pas avant que vous appelle. Face au mur et que personne ne parle. Quand j'appelle un nom, la personne intéressée s'approchera. Pierre Deschamps. Maryse Lafont. Jacques Martel. Jean Moulin, Jacques Martel pour les Lyonnais, fit demi-tour. L'Allemand le dévisagea et Moulin lui rendit son regard tranquillement et sans flancher. L'Allemand examina ses papiers. Bon. Face au mur. Un des membres de la Gestapo descendit du premier étage et vint chuchoter quelques mots à ses collègues. Les Allemands hurlèrent des ordres. Les prisonniers furent emmenés deux par deux jusqu'à la place et brutalement poussés dans les tractions qui attendaient. La Gestapo s'occupa ensuite des hommes du premier étage. Lara descendit d'abord, partageant les mêmes menottes que la case. Aubry se trouvait attaché à la Sagne, qui avait déjà eu un avant-goût des méthodes de la Gestapo et avait la figure tuméfiée. Le jeune homme blond descendit le dernier. Quand il arriva sur la place, tous les autres se trouvaient assis dans les tractions dont les moteurs tournaient. Chose étrange, il était le seul homme sans menottes. Il avait réussi à garder son revolver. Son poignet droit était entouré d'un long cabriolet que tenait dans sa grosse main un des membres de la Gestapo. Son bras gauche pendait librement. Les Allemands avaient sous-estimé le nombre de leurs victimes et manquaient de menottes. Au moment d'atteindre la dernière voiture, le jeune homme d'un coup brusque se libéra de l'emprise de son geôlier et se mit à courir. Des balles sifflèrent autour de lui, mais il se rua sur la place malgré les troupes et riposta avec son revolver. Il s'enfuit vers les platanes et la route ondoyante. Il disparut. Les prisonniers assis dans les voitures restèrent stupéfaits. Comment était-il possible que pas une seule balle n'ait atteint le fugitif? Cela leur semblait incroyable. Jean Moulin, dans la première voiture, avait cru vaguement reconnaître la silhouette du jeune homme blond qui avait brisé si facilement le cordon allemand et toutes ses mitraillettes braquées sur lui. Qui était-ce? Je l'ai déjà vu, mais où? Peut-être à Lyon. Cette réunion juste avant mon départ pour Londres avec de l'Estrin. Oui, c'est peut-être ça. Mais que faisait-il ici? Il n'avait aucun droit ni aucune raison valable d'assister à notre réunion ultra secrète. Qui l'avait amené? Comment en avait-il eu vent? C'est bizarre. Je n'arrive pas à oublier ce jeune homme. Comment a-t-il pu s'évader de cette façon? Comment est-ce possible? Quel était son nom? Guido. Oui, Guido. Quelque chose comme ça. La voiture de la Gestapo roulait vers le fort de Montluc, où le deuxième calvaire de Jean Moulin devait commencer. En lisant le rapport qui se trouvait devant lui, l'orgueilleux et arrogant chef de la Gestapo à Lyon, Klaus Barbie,
n'en croyait pas ses yeux. Il était rapidement monté en grade, un grand avenir l'attendait. L'impossible avait été réalisé. Il avait maintenant entre ses mains les vrais chefs de la résistance française. Et parmi eux se trouvait Max. Mais lequel? Il examinait attentivement les photographies qui avaient été développées de toute urgence et qui se trouvaient déjà sur son bureau. Alors, monsieur le professeur, monsieur Lassagne, nous savons enfin votre véritable identité. Tant qu'à faire, vous n'avez qu'à l'admettre. Vous êtes Max. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est la première fois que j'entends parler de ce nom. Vous avez la mémoire courte. Peut-être ceci vous aidera à la retrouver. Je ne m'appelle pas Max. Dans ce cas-là, vous saurez qui est Max. Je ne connais pas de Max. Je n'ai jamais entendu parler de ce nom. Schweinhund! Pendant 2 jours, André Lassagne fut l'objet de toutes les attentions de Barbie. Mais il ne flanchait jamais. À Paris, des photographies des hommes arrêtés furent montrées aux prisonniers ramenés de Fresnes au 84 avenue Foch. Personne ne connaissait Max. Barbie commençait à s'énerver de plus en plus et à devenir brutal. Il était maintenant sûr que Lassagne n'était pas celui qu'il recherchait. Mais les autres ne semblaient pas non plus correspondre au signalement de Max. Lara était trop jeune, Martel ne semblait pas l'homme vigoureux et dynamique qu'on lui avait dit être Max, et les autres étaient trop inexpérimentés. Enfin, à 14h, le 23 juin 1943, la porte de la cellule de Jean Moulin s'ouvrit brusquement. Il fut emmené à l'école de la santé où Barbie avait son quartier général. Jean Moulin entra tranquillement dans la pièce. Ses yeux rencontrèrent ceux de Barbie, et il nota l'expression cruelle et avide de l'homme qui l'attendait. Rien de ce qui se passerait ici ne pourrait le surprendre, n'étant pas nouveau pour lui. Les événements de Chartres et les tortures subies lui paraissaient si proches que son entrée dans cette pièce lui semblait en être la suite. So, monsieur Jacques Martel. Vous nous avez donné pas mal de fil à retordre. Mais enfin, vous nous êtes tombé entre les mains. J'avoue être légèrement surpris. Je ne me figurais pas que Max avait ce physique. Ne cherchez pas à nier. Vous êtes Max. Nous le savons maintenant. Nous en avons les preuves. Toujours les preuves. Comme à Chartres. Il ne reste qu'une chose à faire, penser à tout sauf aux questions qu'on va me poser. Nier tout. Faire de mon mieux pour ne pas écouter cette voix épaisse et sarcastique. Mais quel est votre vrai nom, Max? Monsieur Jacques Martel n'existe pas, n'est-ce pas? Mais bon Dieu, je vous ferai parler. Vous êtes Max! Admettez-le! Vous êtes Max. Je veux connaître votre identité réelle. Barbie ne pouvait pas se permettre de se tromper. Il lui fallait être sûr. Il lui fallait la véritable identité. La calme tranquillité de Moulin le mettait hors de lui. Il se leva lentement et s'approcha de Moulin, debout devant lui, les bras attachés derrière le dos. Arborant un demi-sourire, Barbie le frappa du poing en pleine figure. Moulin chancela et reçut en même temps un furieux coup de pied dans le bas-ventre. Il vacilla et fut aveuglé par un violent coup de poing dans l'œil. Il s'affaissa. L'homme assis devant la machine à écrire se leva vivement pour lui décocher un coup de botte. Maintenant, tu as compris, hein? Barbie aperçut dans les yeux de Moulin une expression infiniment méprisante et n'obtint aucune réponse. Les coups de poing et de pied se succédaient. Mais Jean Moulin se refusait à parler. À 3h du matin, ils le rhabillèrent et lui remirent les menottes. Puis il fut ramené à Montluc, où il s'affala inerte et admis inconscient dans sa cellule. La douleur faisait bloc avec lui, s'emparait de tout son être. Un engourdissement intolérable cernait ses reins. Le lendemain, ils revinrent le chercher. Il ne pouvait plus marcher, et il fallut 2 gardiens pour le traîner et lui faire descendre les 3 étages jusqu'au rez-de-chaussée où l'attendait une voiture cellulaire. Du judas de sa cellule, près des marches du 2e étage, Aubrac le vit passer, encadré de 2 factionnaires. Les tortures de la veille se répétèrent, mais le corps de Moulin était maintenant tellement meurtri
qu'il était à peine conscient. Max. Vous êtes Max. Pourquoi ne pas l'admettre et vous ne souffrirez plus? Vous pourrez vous reposer. Racontez-moi tout. Dites-moi tout ce que vous savez. Et je vous assure que vous ne serez plus torturé. Moulin indiqua sa bouche tuméfiée. Il ne pouvait pas parler. On lui donna un verre d'eau. À ce moment-là, il sembla perdre connaissance, et on lui en fit avaler quelques gorgées. Alors, d'une voix faible et rauque, il demanda un morceau de papier. On lui tendit avec empressement un bloc épais et un crayon. Barbie s'installa confortablement dans sa chaise, un sourire de jubilation sur les lèvres. Il souriait au factionnaire et à son ordonnance. Max allait enfin admettre qu'il était effectivement Max. Et puisqu'il ne pouvait pas parler, il allait, selon les consignes de Barbie, faire un schéma de la résistance. Quelle aubaine! Il ralluma une cigarette et se mit à souffler des ronds de fumée vers le plafond. Il vit que Moulin avait cessé d'écrire. Se penchant sur son bureau, il s'empara fébrilement du bloc. Aucun schéma de la résistance n'y figurait, mais à la place, il vit une caricature remarquable, la sienne. L'expression orgueilleuse et vaniteuse, les yeux méchants, tout y était. À ce moment-là, Barbie perdit tout contrôle de lui-même. Il se précipita sur Moulin, sans défense, et le frappa de toutes ses forces avec une lanière de cuir, se servant de la boucle métallique pour lacérer la chair de sa victime. Il lui porta des coups de pied et le frappa jusqu'à ce que Moulin perdît connaissance et s'affaissa sur le plancher. Seulement à ce moment-là, Barbie retrouva son sang-froid. Il envoya le corps inanimé au Fort Montluc. Il avait perdu. Moulin ne parlerait jamais. Pourtant, Barbie savait qu'il était Max. Il téléphona à Paris. Barbie partit en voiture avec Jean Moulin et arriva au 84 avenue Foch, à la Gestapo, le 26 juin à 9h du soir. Jean Moulin était à peine conscient. Barbie descendit de voiture et se précipita dans l'immeuble pour revenir quelques instants plus tard, accompagné d'un interprète, Misselwitz. Du lieber Gott, was haben Sie ihm getan? Er ist ja fast tot. Er muss doch schrecklich gelitten haben. Verzeihen Sie, Herr Hauptsturmführer. Glauben Sie nicht, dass wir sofort einen Arzt holen müssen. Es ist Max. Wenn er stirbt, ist der Teufel los und wir werden alle an die Wand gestellt. Ach, so schlecht geht es ihm auch wieder nicht. Wahrscheinlich ist das nur ein Bluff. Ich muss ihn auf alle Fälle verhören. Die französische Polizei wird uns in Kürze seinen wahren Namen geben. Oberst Knochen wird bestimmt wütend werden. Und wenn Obergruppe 4 Kaltenbrunn an diesen Fall interessiert ist, ist es sehr leicht möglich, dass Ribbentrop auch auf dem Laufenden ist. Barbie commençait à avoir peur. Il se voyait devant un conseil de guerre, le front russe, une mort certaine. Il restait immobile, contemplant le corps inerte et brisé de Jean Moulin, tandis que Misselwitz retournait en courant vers le bâtiment. Il revint quelques minutes plus tard, accompagné de l'adjoint de Knocken, le Obersturmbannführer Bommelberg. Le lieutenant-colonel considéra le corps lacéré du pauvre Français, puis il se tourna vers Barbie. Sie Schafskopf! Sie hätten beinahe die wichtigste Persönlichkeit der französischen Widerstandsbewegung getötet. Bougre d'idiot. Rendez-vous compte de ce que vous venez de faire? Vous avez failli tuer le personnage le plus important de la résistance française. Avez-vous pu penser un instant, pauvre crétin, qu'un homme de cette trempe parlerait pour éviter la torture? Bon, s'il meurt, je ne voudrais pas être à votre place. Mon Dieu, quelle idiotie. Conduisez-le immédiatement à ma villa, 40 avenue Victor Hugo à Neuilly. Dépêchez-vous. Nous serons tous dans de drôles de draps s'il meurt. Raus! Je téléphone au médecin. Ich rufe den Arzt an. On sortit doucement Jean Moulin de la voiture rangée devant la villa de Bommelberg pour le transporter dans une des pièces du premier étage. Des médecins nettoyèrent et pansèrent ses blessures, lui donnèrent de la morphine pour calmer ses douleurs et firent de leur mieux pour le soulager. Jean Moulin ne s'apercevait de rien. Son esprit, lorsqu'il reprenait connaissance pour quelques instants, n'était qu'un mélange confus de cauchemar et de souffrance. Il était à tout jamais meurtri jusqu'au fond de son âme. Il ne lui restait que les battements de son cœur. Le 28 juin, il avala un peu de liquide et Misselwitz vint l'interroger. Le sergent entra dans la pièce et se trouva devant un visage hagard et tuméfié. Moulin avait maintenant les cheveux gris et semblait à peine respirer. Vous m'entendez? Écoutez-moi bien.
Nous savons que vous êtes Max. Nous le savions depuis quelques jours. Mais maintenant, nous savons aussi que vous êtes Moulin. Votre véritable identité est Jean Moulin. En juin 40, vous étiez préfet de Chartres. N'est-ce pas? Le malade ne répondit pas. Une lueur d'intelligence apparut dans ses yeux. Le sergent se pencha et lui montra un papier en désignant du doigt un nom, Jean Moulin. Moulin était écrit avec 2 L. Un léger sourire se dessina sur le visage meurtri. Les lèvres esquissèrent un faible mouvement. Moulin désirait quelque chose, car il soulevait sa main droite avec effort. Le sergent avait compris. Il sortit son stylo. Jean Moulin le prit et, avec toute la volonté qui lui restait, biffa le 2e L de son nom. Puisque l'ennemi savait maintenant qui il était, il préférait que l'orthographe soit correcte. Ce fut tout ce que Misselwitz et les Allemands purent tirer de lui. Bommelberg et Knocken décidèrent de le faire transférer à l'hôpital. Mais ils se méfiaient des hôpitaux français où il y avait trop de possibilités de passer des messages, ou soudoyer le personnel, même allemand. Moulin ne devait à aucun prix leur échapper. Mais la Gestapo savait que les forces de la résistance ne reculeraient devant rien pour le leur enlever. Elle décida de le transporter à Berlin. Le SD, service de sécurité allemand de Paris, transmit un long télégramme chiffré au général Kaltenbrunner pour lui faire part des arrestations de Caluire. Mais, tenant compte de l'état de Jean Moulin et du danger que représentait pour eux sa mort possible, ils gardèrent son identité secrète. Si Moulin venait à mourir, il faudrait le faire disparaître complètement et, grâce au coup massif porté à la résistance française par les autres arrestations, ils espéraient que les services de Kaltenbrunner et de Ribbentrop oublieraient à tout jamais l'existence du dénommé Max. Le 29 juin, Kaltenbrunner expédia un rapport détaillé aux affaires étrangères d'Allemagne. Parmi les arrestations effectuées, le nom de Max ne figurait point. Le 8 juillet, les médecins du SD de Paris décidèrent que la santé de Moulin lui permettrait de partir pour l'Allemagne. Il quitta la gare de l'Est dans un compartiment privé, accompagné d'un médecin et d'une ordonnance du SD. Il perdit connaissance au moment où le train quittait cette France qu'il aimait plus que la vie. Il était dans le coma au moment du court arrêt en gare de Metz, devenue ville allemande. Le voyage continua, mais en arrivant à Francfort, Jean Moulin était mort. À Nice, la jeune femme gérante de la galerie Romanin reçut un télégramme. Le texte: Vendée comme convenu. Jean Moulin avait passé de la vie à la mort dans un train allemand, l'ennemi à ses côtés. Sa grande chance était de ne pas avoir repris connaissance. Il était mort avec tous ses secrets enfouis au fond de son cœur. La résistance française devait vivre à cause de lui et grâce à lui. S'il n'était plus là pour goûter la joie de la victoire, qui était maintenant certaine, il avait néanmoins laissé derrière lui des racines qui fleuriraient en dépit de tous les orages à venir. Le médecin allemand s'entretint avec les autorités de la Gestapo à Francfort, qui n'en voulaient rien savoir. Le cadavre était renvoyé à Metz par le premier train, car Metz était le grand centre du Sicherheitsdienst et de la 4e section mieux connue sous l'étiquette de la Gestapo. La décision de celle-ci était que seules les autorités de Paris devaient prendre la responsabilité, et c'est ainsi que, malgré tout, Jean Moulin retourna dans son pays. Le corps arriva à la gare de l'Est le vendredi 9 juillet, où l'attendait un détachement du Sicherheitsdienst, qui avait reçu l'ordre de prendre livraison d'un citoyen français décédé et non identifié et de procéder immédiatement à l'incinération du cadavre au cimetière du Père-Lachaise.
Les instructions furent suivies à la lettre avec la compétence habituelle des Allemands. Et ce ne fut qu'au moment où je me suis décidé d'écrire ce récit que la vérité sur Jean Moulin fut établie. Actuellement, à Chartres, est érigé un monument en pierre digne du jeune préfet, héros et martyr de la résistance. De lui, le général de Gaulle écrivit « Max, pur et bon compagnon de ceux qui n'avaient foi qu'en la France, sut mourir héroïquement pour elle. Que son nom demeure vivant, comme son œuvre demeure vivante. »